Les femmes sont des créatures aux longs cheveux et aux pensées étroites. Une phrase aussi dure que tranchante, comme une lame de verre brisée qui s'enfonce dans l'âme. De nos jours, ces mots sonnent comme une insulte, un venin chargé de haine, et ils le sont. Pourtant, ils ont été prononcés par Arthur Schopenhauer, un philosophe dont l'esprit brillant était aussi sombre que ses idées sur la vie. Avant de le condamner comme un simple homme aigri et misogyne, ce qu'il était en partie, prenons un moment pour réfléchir. Car derrière cette phrase provocante, sous la colère qu'elle exprime, se cache une vérité inconfortable, un sentiment que beaucoup d'hommes ressentent, mais n'osent pas avouer. Pas par haine des femmes, mais à cause des blessures laissées par l'amour. Schopenhauer ne méprisait pas les femmes pour ce qu'elles étaient. Il haïssait ce que l'amour lui avait infligé. Il détestait la vulnérabilité, le sentiment d'être indésirable, interchangeable. Et dans sa position, il rageait une question que beaucoup d'hommes posent, murmurent en silence. Pourquoi semble-t-elle toujours vouloir plus? Pourquoi part-elle, même quand tout semblait sincère? Pourquoi semble-t-il le suivant toujours plus fort, plus riche, plus assuré? Ces questions ne naissent pas d'une animosité gratuite. Elles surgissent d'un cœur brisé, d'une douleur que beaucoup d'hommes portent sans jamais la nommer. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette réalité, dans ce document. Nous allons examiner l'hypergamie, l'instinct qui pousse les femmes à rechercher des partenaires de statut ou de succès supérieur et explorer le ressentiment silencieux des hommes qui se sentent pris dans une compétition dont ils ignoraient les règles. Ce n'est pas une accusation contre les femmes, mais une réflexion sur la douleur, la biologie et le cheminement vers une force intérieure. La vision sombre de Schopenhauer. Pour comprendre les idées de Schopenhauer sur l'amour et les femmes, il faut d'abord saisir sa manière de philosopher. Il voyait l'univers comme un chaos, dominé non par la raison, la logique ou une divinité bienveillante, mais par une force aveugle et insatiable, la volonté de vivre. Cette pulsion primitive anime tout, des plantes aux animaux jusqu'aux humains. Elle nous pousse à survivre, à désirer, à courir après ce que nous n'avons pas. Mais ce désir est une malédiction. Vouloir, c'est souffrir, car chaque désir naît d'un manque, et la satisfaction est éphémère. Dès qu'un besoin est comblé, un autre surgit, comme une bête affamée qui ne dort jamais. Pour Schopenhauer, l'amour romantique, loin d'être une union sacrée ou une connexion spirituelle, n'était qu'un piège tendu par cette volonté. L'amour, disait-il, n'est pas un choix libre ni un cadeau du destin. C'est une ruse biologique, une manipulation orchestrée pour assurer la survie de l'espèce. Quand vous tombez amoureux, vous ne choisissez pas votre âme sœur, vous êtes poussé par des instincts qui cherchent à reproduire, à transmettre vos gènes. Ce n'est pas une quête de bonheur, mais une mission imposée par la nature. Et dans ce jeu, Schopenhauer croyait que les femmes, guidées par un instinct inconscient, ne choisissent pas les hommes pour leur cœur ou leur gentillesse, mais pour leur capacité à offrir une sécurité, des ressources, et une force. Cet instinct, ancré dans des millénaires d'évolution, a un nom, l'hypergamie. Qu'est-ce que l'hypergamie? L'hypergamie est un concept qui fait grincer des dents, mais qu'on ne peut ignorer si l'on veut comprendre certaines dynamiques humaines. C'est l'instinct qui pousse les femmes à être attirées par des hommes de statut égal ou supérieur au leur, que ce statut soit mesuré en termes de pouvoir, de succès, de confiance ou de ressources. Ce n'est pas une stratégie consciente, ni une preuve de superficialité. C'est une programmation ancienne, forgée dans un monde où la survie d'une femme et de ses enfants dépendait du partenaire qu'elle choisissait. Imaginez une époque sans hôpitaux, sans supermarchés, sans loi pour protéger les faibles. Une femme qui s'unissait à un homme incapable de défendre sa famille ou de lui fournir de quoi vivre risquait la mort, la sienne et celle de ses enfants. La nature, impitoyable mais efficace, a donc doté les femmes d'un radar instinctif, une boussole interne qui détecte les hommes capables de leadership, de protection et de provision. Ce radar ne parle pas toujours avec des mots clairs. Il se manifeste par des ressentis, des attirances inexplicables, une préférence pour l'homme qui dégage une aura de puissance, pas forcément physique, mais mentale, sociale
ou économique. Aujourd'hui, dans un monde où les femmes sont indépendantes, où elles peuvent subvenir à leurs besoins et vivre sans dépendre d'un homme, cet instinct persiste. Il ne cherche plus le guerrier ou le chasseur, mais l'homme qui a une direction, une ambition, une présence. L'homme qui sait où il va et qui ne se laisse pas déstabiliser par les tempêtes de la vie. Mais voici où ça devient douloureux pour beaucoup d'hommes. Vous pouvez être un homme bon, loyal, attentionné, respectueux, dévoué, et pourtant, elle peut ne pas vous choisir. Vous pouvez être celui qui est toujours là, qui écoute ses peines, qui se plie en quatre pour la rendre heureuse. Et un jour, elle part. Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que, pour son instinct, vous n'étiez pas assez. Peut-être a-t-elle rencontré quelqu'un avec plus de charisme, plus de succès, plus de prestance. Quelqu'un qui, sans être meilleur en moralité, correspondait davantage à ce que son radar biologique recherchait. Cette expérience ne se contente pas de faire mal, elle brise quelque chose de fondamental. Quand une femme quitte un homme sincère pour un autre, perçu comme meilleur, ce n'est pas juste un rejet. C'est un sentiment d'être jeté, comme si tout l'amour, l'effort et le temps investi n'avaient aucune valeur. C'est comme découvrir qu'on participait à une course dont on ignorait l'existence et qu'on a perdu sans même avoir eu la chance de s'entraîner. C'est là que naît le ressentiment, non pas une haine des femmes, mais une douleur profonde, un sentiment d'avoir été utilisé, remplacé, oublié. Exemple concret. Prenons un exemple concret. Imaginez Marc, un homme de 30 ans, employé de bureau, toujours poli, toujours prêt à aider. Marc est en couple depuis 3 ans avec Clara. Il fait tout pour elle. Il l'écoute, il soutient ses projets, il planifie des sorties romantiques. Mais un jour, Clara le quitte. Elle lui dit qu'elle a besoin de se retrouver. Mais Marc découvre peu après qu'elle est avec un autre homme, un entrepreneur charismatique, qui parle fort, qui a des projets ambitieux et une présence magnétique. Marc est dévasté. Il se demande « Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas ? J'ai tout donné, j'ai été fidèle, j'ai été là pour elle. Pourquoi n'étais-je pas assez ?» Cette douleur, Marc ne la crie pas sur les toits. Il la garde en lui et elle se transforme en une amertume silencieuse, en une voix intérieure qui murmure « L'amour n'est qu'un mensonge ». La douleur silencieuse des hommes. Cette douleur, beaucoup d'hommes la connaissent, mais peu la verbalisent. Elle ne s'exprime pas toujours par des larmes ou des cris. Parfois, elle se manifeste par un regard distant, un sourire forcé, une plaisanterie amère lancée dans un bar. Les femmes veulent toutes la même chose, un mec riche, ou les gentils ont fini toujours dernier. Derrière ces mots, il y a un homme qui souffre, un homme qui a donné le meilleur de soi-même et qui s'est senti ni vu ni choisi. Et la société, dans son ensemble, ne facilite pas les choses. Que dit-on aux hommes en proie à cette douleur ? Sois gentil, sois respectueux, sois toi-même. Mais que se faire si on a suivi ses conseils à la lettre et que ça n'a rien changé ? Que faire si elle ne voulait pas le gentil, si elle était attirée par celui qui semblait dominer la pièce, non pas par sa bonté mais par son assurance, sa prestance, son statut ? Schopenhauer comprenait cette douleur mieux que beaucoup, car il l'avait vécue. Ses écrits sur l'amour ne sont pas ceux d'un théoricien détaché, mais ceux d'un homme blessé. Il avait grandi dans l'ombre d'une relation distante avec sa mère, une femme cultivée mais émotionnellement froide. Ses tentatives de trouver l'amour romantique s'étaient soldées par des échecs cuisants, le laissant avec un sentiment d'invisibilité. Il se sentait rejeté, indésirable, comme si le monde entier lui tournait le dos. Sa philosophie n'était pas une analyse froide, elle était un cri du cœur, une tentative de donner un sens à sa solitude. C'est pourquoi ces mots, même lorsqu'ils sont durs, touchent une corde sensible chez ceux qui ont ressenti la même blessure. Mais il y a un piège dans cette douleur. Lorsqu'elle n'est pas exprimée, lorsqu'elle est enfuie trop longtemps, elle devient un poison.
Elle se transforme en amertume, en colère, en une vision du monde où toutes les femmes sont accusées d'être superficielles, calculatrices, indignes de confiance. Ce poison ne fait pas seulement mal à la perception des femmes, il détruit l'homme qui le porte. Il le rend cynique, fermé, incapable de construire des relations saines ou de trouver une paix intérieure. Les dangers du silence. Quand les hommes gardent cette douleur pour eux, elle ne disparaît pas, elle mute. Elle se transforme en une force destructrice qui s'infiltre dans leurs pensées, leurs actions, leur façon de voir le monde. Pour beaucoup, cette colère trouve un exutoire en ligne, dans des espaces où la frustration masculine est non seulement acceptée, mais amplifiée. Les sections de commentaires sous les vidéos, les forums, les groupes de discussion deviennent des refuges où les hommes partagent leurs histoires de rejet, de trahison, de douleur. Au début, ça peut sembler libérateur. Enfin, quelqu'un comprend. Enfin, on n'est plus seul. Mais ces espaces deviennent vite des pièges. Ils cessent d'être des lieux de guérison pour devenir des chambres d'écho de la rage, où les hommes apprennent non pas à grandir, mais à blâmer. Exemple, la spirale en ligne. Prenons l'exemple de Thomas, un homme de 25 ans. Thomas a grandi en croyant que l'amour était simple. Sois gentil, sois honnête, et tu trouveras quelqu'un qui t'aimera pour qui tu es. Mais après plusieurs relations où il s'est senti ignoré ou rejeté, il commence à douter. Il tombe sur une communauté en ligne qui parle de l'hypergamie, des véritables natures, des femmes, des règles du jeu que les hommes doivent maîtriser pour être choisis. Au début, il se sent validé. Ses idées expliquent pourquoi il a été laissé pour un autre, pourquoi ses efforts n'ont pas suffi. Mais avec le temps, il devient plus en plus amer. Il passe ses soirées à lire des posts qui alimentent sa colère, à écouter des vidéos qui le convainquent que l'amour est une arnaque. Ce qui avait commencé comme un besoin de compréhension s'est transformé en une spirale de toxicité. Thomas ne cherche plus à s'améliorer, il cherche à avoir raison. Ce genre de spirale ne guérit pas. Elle enferme, elle garde l'homme prisonnier dans sa douleur, incapable d'avancer. Car sous toute cette colère, il ne s'agit pas de haine, il s'agit de deuil. C'est le regret d'un homme qui voulait être vu, aimé, choisi, mais qui s'est senti invisible, utilisé, remplacé. Le chemin vers la résilience. Alors, que faire de cette douleur? La nier? La laisser pourrir? La transformer en haine ou en cynisme? Ou y a-t-il une autre voie? Il y en a une, mais elle n'est pas facile. Elle ne consiste pas à courir après plus de femmes, à apprendre des techniques de séduction ou à devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. La solution, c'est de devenir un homme qui n'a pas besoin d'être choisi pour se sentir valable. Un homme qui construit sa valeur de l'intérieur, qui vit selon ses principes, qui poursuit ses ambitions non pas pour impressionner, mais pour s'épanouir. Ce chemin commence par un changement d'état d'esprit fondamental. Arrêtez de vous demander « Comment puis-je la faire me choisir ?» et commencez à vous poser une question plus puissante. « Comment puis-je devenir un homme dont je suis fier ?» Cette question redirige votre énergie. Elle vous pousse à arrêter de chercher la validation extérieure et à commencer à chercher la force intérieure. C'est là que la véritable transformation commence. Exemple de transformation. Imaginez Julien, un homme de 28 ans. Julien a été blessé plusieurs fois dans ses relations. Il a donné son cœur, il a été loyal, mais à chaque fois, il s'est senti rejeté pour quelqu'un de meilleur. Pendant longtemps, il a cru que le problème venait de lui. Il se disait « Je ne suis pas assez riche, pas assez confiant, pas assez charismatique ». Mais un jour, il décide d'arrêter de se lamenter. Il commence à investir en lui-même. Il s'inscrit à la salle de sport, non pas pour avoir des muscles impressionnants, mais pour se sentir plus fort physiquement et mentalement. Il lit des livres sur la psychologie, la gestion du temps, la philosophie. Il se fixe des objectifs professionnels ambitieux et travaille dur pour les atteindre. Il apprend à dire non aux choses qui le distraient, à respecter son temps, à écouter ses besoins. Peu à peu, Julien change. Il devient plus sûr de lui, plus centré, plus déterminé. Et un jour, il remarque quelque chose d'étrange. Les gens le regardent différemment. Les femmes, les amis, les collègues. Non pas parce qu'il court après leur approbation, mais parce qu'il rayonne d'une force intérieure, d'une présence qu'il n'avait pas avant.
Ce changement ne se fait pas en un jour. Il demande du temps, de la discipline, de l'honnêteté envers soi-même. Mais il est libérateur, car lorsque vous construisez une vie riche de sens, lorsque vous cessez de dépendre de l'amour ou de la validation pour vous sentir complet, vous devenez inarrêtable. Vous ne mendiez plus pour être choisi, vous choisissez. Vous ne vous sentez plus comme si vous êtes en retard dans la course de la vie. Vous réalisez que vous êtes sur votre propre chemin et que ce chemin est suffisant. Transformer la douleur en pouvoir. Schopenhauer nous a appris que l'amour peut être une source de souffrance, que tomber amoureux aveuglément peut nous mener à la désillusion. Mais il a aussi oublié une vérité essentielle. La douleur peut être un carburant. Elle peut être transformée en quelque chose de puissant si l'on choisit de l'utiliser pour grandir plutôt que pour s'effondrer. Prenons l'exemple d'un homme fictif. Paul. Paul a 40 ans et son mariage s'est effondré après 10 ans. Sa femme l'a quitté pour un homme plus jeune, plus dynamique, qui semblait avoir une vie plus excitante. Paul est brisé. Il passe des nuits à ressasser, à se demander ce qu'il a fait de mal, pourquoi il n'était pas assez. Mais un jour, il décide que cette douleur ne définira pas sa vie. Il commence à courir tous les matins, non pas pour impressionner, mais pour retrouver son énergie. Il s'inscrit à un cours de guitare, un rêve qu'il avait abandonné depuis l'adolescence. Il se lance dans un projet entrepreneurial qu'il avait toujours repoussé par peur de l'échec. Peu à peu, Paul se reconstruit. Il devient un homme avec une mission, une direction. Et un jour, il rencontre une femme qui le voit pour qui il est. Non pas parce qu'il a cherché à l'impressionner, mais parce qu'il est devenu un homme complet, confiant, épanoui. Cette transformation est à la portée de tous. Elle ne demande pas de devenir parfait, ni de changer qui vous êtes au fond. Elle demande de faire face à votre douleur, de la nommer et de choisir de l'utiliser pour construire quelque chose de plus grand. Transformez votre chagrin d'amour en discipline. Levez-vous tôt, travaillez sur vos objectifs. Investissez dans votre santé. Transformez votre rejet en direction. Utilisez chaque non comme un signal pour vous améliorer, pour clarifier ce que vous voulez vraiment. Transformez votre solitude dans votre force. Apprenez à être bien avec vous-même, à cultiver vos passions, à créer une vie qui vous rend fier. Conseils pratiques pour avancer. Construisez votre corps. Faites du sport, non pas pour plaire, mais pour vous sentir puissant. La force physique renforce la confiance. Que ce soit de la musculation, de la course ou du yoga, trouvez une activité qui vous fasse sentir vivant. Éfiez votre esprit. Lisez des livres qui vous challengent. Apprenez de nouvelles compétences. Plongez dans des sujets qui vous fascinent, qu'il s'agisse de philosophie, de science ou d'histoire. Un esprit curieux est un esprit résilient. Maîtrisez votre temps. Arrêtez de le gaspiller sur des distractions, réseaux sociaux, jeux vidéo, soirées sans fin qui ne vous apportent rien. Fixez-vous des objectifs clairs et travaillez-y chaque jour. Forgez votre chemin. Créez une vision pour votre vie. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous rend fier? Construisez une existence qui reflète vos valeurs, vos rêves, votre mission. Laissez l'amour venir. Ne faites pas de l'amour le centre de votre monde. Si une relation arrive, accueillez-la, mais ne laissez pas votre valeur dépendre d'elle. Vous êtes déjà complet. Une vérité libératrice. La douleur du rejet, l'amertume de ne pas être choisi, le sentiment d'être en compétition dans un jeu dont vous ignoriez les règles, tout cela fait partie de l'expérience humaine. Mais ce n'est pas la fin de votre histoire. Vous n'êtes pas condamné à vivre dans l'ombre de cette douleur. Vous pouvez la transformer en quelque chose de plus grand. Schopenhauer nous a montré que l'amour peut être un piège, qu'il peut être dangereux si l'on n'y prend pas garde. Mais il nous a aussi donné une clé, la conscience. En comprenant les forces qui nous animent, la biologie, l'instinct, la volonté, nous pouvons choisir de ne pas être leur victime. Nous pouvons choisir de grandir, de construire, de nous élever. Votre valeur ne vient pas de qui vous aime, de qui vous choisit ou de qui reste à vos côtés. Elle vient de ce que vous faites de votre vie. Alors, ne mendiez pas, ne courez pas après, ne vous effacez pas. Vous levez, construisez-vous, devenez l'homme que vous admirez. Non pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour honorer qui vous êtes. Et lorsque je vous marcherai sur ce chemin, vous découvrirez une vérité simple mais puissante. Vous n'avez pas besoin d'être choisi pour être complet. Vous l'êtes déjà.